Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour l'interview à la une, l'émission de la rédaction, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition Nice Métropole de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Alexandra Masson, députée Rassemblement National des Alpes-Maritimes. Bonjour Alexandra Masson. Bonjour. Bonjour. Alexandra Masson, après avoir beaucoup attendu, la France a enfin un Premier ministre. Qu'espérez-vous de Michel Barnier et de sa future équipe ? Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, ça fait déjà 15 jours que nous avons aujourd'hui un Premier ministre. Est-ce qu'il va rester ? Il y a un vrai doute, est-ce qu'il va faire un gouvernement ? Dans quelles conditions ? On voit bien depuis maintenant 24 heures un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux, entre autres de M. Barnier, qui commence à annoncer que les choses vont être beaucoup plus compliquées que ce qu'il ne pensait, qu'il découvre une situation financière catastrophique. Je rappelle qu'au mois de janvier, à l'issue du vote du budget à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national et Marine Le Pen, notre présidente de groupe, avait dit il faut un audit. Il faut un audit des comptes publics. On nous a caché des éléments. Il y a un gap extrêmement important entre ce qui a été discuté à l'Assemblée au mois de décembre et au mois de novembre. Donc là, en janvier, on demandait un audit. Je rappelle qu'à ce moment-là, la presse rigolait. Et le gouvernement et M. Macron disaient non, mais tout est sous contrôle. Aujourd'hui, après cette dissolution, M. Barnier a été nommé il y a 15 jours Premier ministre. Il n'arrive pas à faire de gouvernement et il s'inquiète parce qu'il voit bien qu'on a caché un certain nombre d'éléments financiers importants aux élus, aux députés, et qu'encore il y a 2 jours, M. Coquerel et M. Decourson, qui sont des députés extrêmement sérieux dans leur travail, même si je ne partage pas leurs idées politiques, on leur a refusé l'accès aux lettres de mission par ministère sur les perspectives financières de l'année. Tout ça est très inquiétant. Michel Barnier juge la situation budgétaire de la France très grave. La seule solution aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre, c'est d'augmenter les impôts. Je ne le crois absolument pas. Je pense qu'avant de vouloir commencer à augmenter les impôts et encore aller piquer dans le portefeuille des Français qui travaillent, des Français qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, qui souffrent déjà beaucoup financièrement. On en reparlera peut-être avec des hausses, entre autres, dans les collectivités, des taxes foncières de manière extrêmement importante. Non, je ne le crois pas. Je crois que quand on est à la tête de l'État, on doit commencer par réduire les dépenses. C'est la base. On n'a pas d'autre solution. Aujourd'hui, il faut réduire les dépenses et puis il faut recréer de l'activité. Il faut avoir des recettes complémentaires. Et ça, c'est tout un programme politique à mettre en place, mais comme nous n'avons toujours pas le discours de politique générale de M. Barnier, je ne sais pas ce qu'il va nous proposer. Alors on va parler du gouvernement, mais je voudrais revenir sur Michel Barnier. Personnellement, quel regard vous avez sur Michel Barnier ? Un homme d'expérience, un homme qui, sur certaines questions comme l'immigration, on en reparlera certainement tout à l'heure, a des vues communes et des points de vue communs avec les députés du Rassemblement national. Sur les autres sujets, on ne sait plus trop ce qu'il pense aujourd'hui, puisqu'il était quand même un peu en retrait de la vie politique. Je rappelle que c'est quelqu'un qui a déjà eu une longue vie politique. Ces dernières années, on ne l'a pas trop entendu. Depuis les élections internes des LR, que va-t-il proposer ? Je ne sais pas. Alors on le sait, il tarde à constituer son gouvernement, il rencontrerait des difficultés à trouver des personnalités acceptant de devenir ministre. Certains Niçois que Tristan Gasparot a rencontrés ont des suggestions à lui faire. Bonjour Madame la députée, aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre des Niçoises et des Niçois pour leur demander quelle serait la personnalité politique locale idéale pour rejoindre le nouveau gouvernement de M. Michel Barnier. Je vous laisse écouter leur retour. Je pense plutôt quand même du côté d'Estrosi, parce que Ciotti est assez fragile actuellement dans le monde politique avec tout ce qui s'est passé récemment. Je pense plus c'est Estrosi qui ressortirait actuellement. Tant que c'est quelqu'un qui veut œuvrer pour le gouvernement et pour la France et pas pour ses intérêts personnels, ça m'ira. Je vois bien M. Ciotti au gouvernement de M. Barnier. Il y a peut-être David Lisnard, le maire de Cannes, qui pourrait être dans la liste, je pense, puisqu'il est plutôt LR, il me semble. Je pense que quoi qu'il en soit, on aurait besoin de renouvellement et pas nécessairement de la couleur locale. Madame la députée, est-ce que vous trouvez qu'ils ont de bonnes idées ? Écoutez, ce que je constate déjà, c'est que tous les noms qui sont ressortis dans votre reportage, ce sont plutôt des gens quand même très à droite,
Il est ressorti à plusieurs reprises Éric Ciotti, qui est notre nouveau partenaire politique. Et je pense que c'est une excellente idée. Éric Ciotti a... Pour intégrer un gouvernement Barnier ? Alors, pour intégrer un gouvernement Barnier, je ne suis pas certaine, et puis je ne suis même pas sûre qu'il y en ait, mais je veux dire, dans les propositions, en tout cas des gens solides qui pourraient avoir le niveau aujourd'hui d'être ministre, oui, je pense qu'Éric Ciotti a tout à fait les capacités d'être ministre. Et d'ailleurs, si nous avions été élus, à l'issue de la dissolution, si nous avions une majorité et que Jordan Bardella était Premier ministre, Éric Ciotti aurait été certainement dans le gouvernement de Jordan Bardella. Et son nom est ressorti, ça je ne sais pas. C'est Jordan Bardella qui aurait fait son ministère. L'intérieur, à la défense. Je ne suis pas Jordan Bardella, et Jordan Bardella n'a pas été ministre, donc je ne sais pas ce qu'il lui aurait proposé, mais certainement, en tout cas, il a à la fois la colonne vertébrale, proche de nous, proche de la droite, qui fait qu'il avait tout à fait sa place dans un gouvernement très à droite. On parle de David Lisnard, c'est aussi un des personnages politiques de cet département qui n'est pas connu pour être quelqu'un très à gauche. Donc ce que je constate, c'est que globalement, quand vous posez la question aux Niçois dans la rue, eh bien, ils voient plutôt des ministres très à droite dans le gouvernement Barnier. Et j'ai entendu une fois le nom de Christian Estrosi cité, qui est quand même plutôt au centre aujourd'hui, après avoir très très à droite dans le début de sa carrière politique. Aujourd'hui, il est plutôt dans le centre. Il est sorti qu'une fois. Donc ça veut dire que la population locale a envie, en tout cas, que des ministres très à droite, issus des Alpes-Maritimes, puissent rentrer dans le gouvernement. C'est ce que je retire de ce sondage. Est-ce qu'il n'est pas injuste, au fond, quand même, que le président de la République ait renoncé à nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire qui a pourtant remporté les élections législatives anticipées ? Ah bah déjà, je ne partage pas du tout votre point de vue. Comment vous pouvez dire que le Front populaire a remporté les élections ? Parce qu'ils sont arrivés premiers. Le groupe Nouveau Front populaire. Oui, mais ce n'est pas un parti politique unique. D'ailleurs, il ne siège pas sur les mêmes rangs à l'Assemblée nationale. Le seul groupe qui est le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Donc il aurait fallu... On est 126 avec nos alliés, on est 142. Enfin, aujourd'hui, on est les seuls monoblocs à être devant tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait eu un Premier ministre d'un nouveau Front populaire qui est complètement éclaté au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens. Ils ont fait un braquage médiatique à l'issue des élections. Qui a eu 11 millions de voix ? C'est le Rassemblement national qui a le plus de députés issus du même parti politique avec un seul président et des consignes de vote qui sont très claires et qui vont toutes dans la même ligne. C'est le Rassemblement national et ses alliés avec Éric Ciotti et son nouveau parti, l'UDR. Alexandra Masson, quelle sera l'attitude du Rassemblement national face à ce gouvernement ? Il est écrit que vous le censurerez rapidement. Moi, j'aime pas non plus dire ça à l'avance parce qu'on n'a pas d'éléments aujourd'hui. On ne sait même pas si d'ailleurs, il va faire un gouvernement ou pas. On va écouter. C'est un gouvernement pour nous, s'il va jusqu'au bout, qui sera sous surveillance stricte. On ne censurera pas de principe. Voilà, on ne censurera pas de principe. C'est le Rassemblement national qui a la main aujourd'hui. Pour les raisons que je viens de vous évoquer, nous, quand on dit quelque chose, on avance de manière très droite, très cohérente. On connaît nos nombres de voix. Ce n'est pas du tout le cas de tous les autres partis en face de nous aujourd'hui dans l'hémicycle. Le bureau de l'Assemblée nationale a donné son feu vert au lancement de la procédure de destitution du président de la République, une démarche qui a été initiée, portée par la France Insoumise. Est-ce que vous la soutenez ? Pas particulièrement. Déjà, nous ne sommes pas dans le bureau, je vous rappelle, de l'Assemblée nationale, absolument. Puisque de manière totalement sectaire, nous n'avons eu aucune place. Ce qui n'est jamais arrivé dans la Ve République. Cette décision qui a été prise, de toute façon, on sait très bien que ça n'ira pas au bout. Donc c'est un non-événement. C'est une opération de communication pour moi et pas plus. D'accord. Le bureau de l'Assemblée a aussi validé la proposition de loi du Rassemblement national concernant l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce qu'on pourrait assister à une alliance de circonstances entre le Rassemblement national et la gauche ? Alors, si la gauche était cohérente, bah oui, elle devrait voter lors de la niche parlementaire pour notre réforme. Maintenant, le problème, c'est qu'on le voit régulièrement et dans les élections et dans leur vote à l'Assemblée nationale. Nous, ce qui est dans notre programme, même si ça n'émane pas de nous, la proposition dans l'hémicycle, on le vote. Généralement, la gauche ne le fait pas. On va voir, c'est un test grandeur nature pour voir s'ils ont pris de la maturité et s'ils veulent vraiment faire plaisir à leurs électeurs en respectant leur programme, ou si on est toujours dans une espèce de front républicain qui n'a ni queue ni tête, dans lequel on va priver les Français qui méritent de prendre leur retraite plus tôt. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un marqueur de gauche important. On va voir jusqu'où ils sont prêts à aller dans leur sectarisme pour nuire
à leurs propres électeurs. Justement, quand vous dites prendre la retraite plus tôt, c'est-à-dire que le Rassemblement national, en est où aujourd'hui de l'âge de départ légal à la retraite, clairement? Clairement, on n'a pas trop évolué, on est toujours sur à notre 60 ans programme. Oui, à condition d'avoir minimum 40 annuités et d'avoir commencé à travailler avant 20 ans. Donc, je le répète, c'est pour une partie de la population extrêmement restreinte. Après, la règle, c'est plutôt sur les 62 ans avec les 40 annuités, puisqu'il y a quand même une grosse partie de la population qui n'a pas commencé à travailler avant 20 ans. Il faut rappeler aux auditeurs que à partir de 58 ans, les gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans sont souvent dans des métiers pénibles et sont souvent déjà en arrêt longue maladie. Mais là, encore Donc, une fois, c'est très marginal, là. Hein. C'est-à-dire que le gros de la population partirait après un certain nombre d'annuités ou à un âge légal? Les deux, c'est le cumul des deux. On s'est rendu compte que finalement, Jean Bardella, pendant la campagne législative, a parlé de départ à la retraite plus âgé que 64. Ça a toujours été dit, on l'a republié il y a encore quelques jours, c'est à la fois 60 ans, mais avec les 40 annuités. Ça ne peut pas être 60 ans si vous avez 30 annuités, c'est juste impossible. Et pour les autres, c'est toujours 40 annuités, quel que soit l'âge. Non, ça sera globalement à 62 ans. C'est-à-dire la réforme actuelle, elle est minimum à 64, et nous, on reviendra à 62 ans. D'accord, ok, très bien. Alors, revenons justement à des considérations plus locales. Cette semaine, on a beaucoup parlé de frontières à nouveau. Christian Estrosi, le maire de Nice, a demandé le rétablissement des contrôles aux frontières, à l'image de ce que vient de mettre en place l'Allemagne. Est-ce qu'il a raison? Je ne peux pas lui donner tort, c'est ce qu'on réclame à corps et à cri depuis déjà très longtemps, et quant à moi, à titre personnel, sur la frontière de Menton, dans ma circonscription, depuis 3 ans. J'ai envie de dire, c'est amusant. Pourquoi aujourd'hui, au moment où, par rapport à l'année dernière, on a eu 3 fois moins de rentrées de migrants? J'ai du mal à comprendre, si vous voulez. Soupçonnez quoi, alors? Le timing, non, je comprends pas le timing. D'ailleurs, vous n'avez pas été assez, je trouve, pertinent avec l'autre jour. Il fallait demander son timing. Je veux dire, c'est quelque chose d'évident. Je peux pas dire que c'est aberrant, puisque c'est ce que je demande. C'est une annonce qu'il a faite après la dernière mission à laquelle il a participé. Hein. Oui. Ouais. C'est déjà très, très tardif. On sait très bien tous, puisque la préfecture donne les chiffres régulièrement. Et d'ailleurs, votre article était pertinent sur la frontière à Menton. On était à 3, voire 4 fois moins cet été de migrants que l'année dernière. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Il y a une raison. Voilà, évidemment, il y a une raison. C'est pas miraculeux. C'est pas que les forces de l'ordre ont été meilleures. C'est pas qu'il y en a eu plus. Ils sont d'ailleurs, et je tiens à les féliciter, parce que la PAF, sur toute la frontière italienne, jusqu'effectivement à Montgenèvre, sont des policiers exceptionnels. Mais la réalité, c'est que la politique migratoire de l'Italie avec Madame Meloni, l'arrêt donc des entrées sur l'Italie et l'arrêt, on va dire, des sorties de la Tunisie, qui a été négocié quand Madame Meloni est arrivée, petit à petit fonctionné. Donc ça veut d'ailleurs dire qu'une politique migratoire bien menée, ferme, à l'entrée de l'Europe, ça fonctionne. 3 fois moins de migrants cette année. Donc venir aujourd'hui dire « il faut faire comme l'Allemagne ». Mais oui, bien sûr. Évidemment, vous dites qu'il faut faire comme l'Italie surtout en fait. Non, il faut faire comme l'Italie pour toute l'Europe et pour l'Allemagne aussi. Pourquoi? Parce que si vous vous en rappelez bien, pendant les européennes, c'était dans le programme de Jordan Bardella, on a demandé le rétablissement de la double frontière. C'est quoi la double frontière? C'est l'établissement strict à l'entrée de Schengen, donc tous les gens qui arrivent dans l'espace européen, avec un Frontex beaucoup plus fort que ce qu'il ne l'est évidemment aujourd'hui, et remettre les frontières pour les non-européens entre chaque pays européen. C'est ça la double frontière. En fait, ils viennent après la campagne des européennes. C'est dommage qu'on ne l'ait pas entendu parce que Valérie Hayer était totalement contre. Monsieur Estrosi a fait campagne pour Valérie Hayer. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2 mois, au moment où il y a le moins de migrants, dit qu'il faut rétablir la frontière. Très bien, dont acte, très bonne nouvelle. Mais il fallait le dire déjà depuis 3 ans. C'est pas là aujourd'hui, c'est rien passé de particulier. Bien au contraire, aujourd'hui, ça s'est tari. Alors, sur un autre sujet, les Alpes-Maritimes ont vécu coup sur coup 2 drames en quelques jours, avec la mort de l'adjudant-chef Comines et le décès de la petite Camilla qui a été fauchée par un motard. Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher de nouveaux drames? Alors, bien sûr, c'est atroce. J'étais d'ailleurs à l'enterrement du gendarme Comines. Et cette petite fille, c'est aussi un drame. Il y en a eu encore un aujourd'hui, de refus d'obtempérer. À nouveau, les forces de l'ordre sont endeuillées dans les Yvelines. Sont endeuillées. Donc j'ai évidemment une pensée pour les familles, mais j'ai aussi une pensée pour, de manière générale, nos forces de l'ordre, policiers et gendarmes, qui aujourd'hui, chaque fois qu'ils sont sur le terrain, ont peur pour leur vie. Donc on endeuille évidemment des familles, mais on endeuille et donc qu'est-ce qu'il faut faire angoisse. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être très ferme. Il faut être très ferme.
Il faut protéger nos forces de l'ordre. Si nos forces de l'ordre ne se sentent pas protégées, comment voulez-vous qu'elles protègent la population? Donc, une chose simple qu'on a déjà demandé, il faut absolument que la présomption d'innocence et qu'ils puissent ne pas être mis en cause quand il y a un refus d'obtempérer et qu'ils doivent se défendre. Voilà, légitime Non. défense. Hein. Quand il y a un refus d'obtempérer, eh bien, on est en état de légitime défense. Ouais, c'est primordial. Je pense que c'est le b.a.-ba de ce qu'on devrait mettre en application actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante aujourd'hui, au vu du nombre de refus d'obtempérer qu'il y a en France actuellement, c'est toutes les 20 minutes, c'est 27 000 quasiment refus d'obtempérer par an. Il faut un signal fort. Le signal fort, c'est refus d'obtempérer, prison directement. C'est tout. Il faut donner un signal fort à la police, à la population et aux délinquants routiers. Si on n'a pas ces deux mesures, c'est-à-dire si on ne renforce pas et on ne sécurise pas les forces de l'ordre dans leur action sur le terrain, eh bien on va aller droit dans le mur. Ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin d'être sécurisés pour faire leur travail. Le travail des forces de l'ordre, c'est quoi? C'est sécuriser les populations. C'est leur principale mission. Il faut les aider. Et les délinquants, il faut leur donner un signal fort. Refus d'obtempérer, c'est prison directe, avant d'être jugé. Alors, sur l'actualité du Rassemblement national, je voudrais qu'on revienne sur les législatives. Dans une interview à Valeurs Actuelles cette semaine, Jordan Bardella vante la victoire collective du RN, mais reconnaît une défaite personnelle aux législatives. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je le trouve un peu dur avec lui-même. Non, mais je le dis parce que c'est vrai qu'on a fait un gros travail depuis les élections législatives. Je voudrais quand même dire en amont quand même qu'on est passé sous silence à cause de la dissolution de l'incroyable quand même score qu'a fait Jordan Bardella aux Européennes. Moi j'étais en plateau ce soir-là, c'était tellement vite, on a dissous, donc on n'en a plus parlé. Bon, c'était peut-être une tactique de communication du président, mais je tiens quand même à le dire, ça a été un score historique. On est passé de 23 députés au Parlement européen à 60. Mais sur la lecture en catastrophe, bien, on s'était quand même préparé, effectivement il y avait le fameux plan Matignon, on avait déjà anticipé la dissolution. Il y a de très nombreuses circonscriptions où tout s'est très très bien passé. Il y a quelques circonscriptions où il y a eu des couacs. Bon, il y a eu des brebis galeuses, il y a eu des candidats qui n'étaient pas au niveau. C'est un travail que vous êtes en train de faire. Il y a eu des couacs. Je rappelle aussi que nous, le problème, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que des couacs, il n'y en a pas eu au Rassemblement national. Il y en a eu dans d'autres partis, il y en a eu chez les Le plus grand nombre, c'est quand même chez vous. Non, vous savez quoi, la différence avec nous et les autres? Non, la différence entre nous et les autres, c'est que nous, on est épluchés, surépluchés. Vous savez, ils sont remontés sur les réseaux sociaux de certaines personnes jusqu'en 2015. Bon. Donc on le sait, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, dont acte, on a fait notre travail. Moi, je suis dans la commission des conflits à Paris. J'ai passé, dans cette commission, on est 6 membres. On a passé 30 dossiers il y a 10 jours. Donc le ménage, on le fait. Est-ce que ça veut dire qu'une Dorette Landerer, qui s'est présentée 2 fois aux élections législatives de Cannes et qui a marqué quand même tout le monde par la vacuité de ses propos, pourrait être candidate une 3e fois dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes? Alors, les commissions d'investiture dans les Alpes-Maritimes, comme dans tous les départements de France, se sont faites à Paris. Il est évident que je pense que Dorette Landerer elle-même ne retournera pas et n'aura pas l'envie de demander l'investiture une 3e fois dans cette circonscription où, malgré un certain nombre de difficultés, elle a quand même fait un score tout à fait honorable. Mais si d'elle-même, elle n'y retourne pas... Je pense qu'il y aura d'autres candidatures à ce moment-là et que je ne suis pas certaine que ce soit elle qui soit choisie. Voilà, mais je pense d'elle-même, elle ne la demandera pas. Alexandra Masson, vous avez fait les frais aux législatives d'un front républicain particulièrement efficace. Est-ce que vous ne vous dites pas que ce front républicain, il sera toujours là au moment de franchir la dernière marche et d'accéder au pouvoir? Non, je ne me le dis pas parce que moi, je suis arrivée dans ce parti politique il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on avait 6 députés nationaux, 23 députés européens. Aujourd'hui, donc on a eu en 2022 88 députés, aujourd'hui 122, plus avec notre coalition 140, et on n'a plus que doublé à l'Europe. Donc on ne fait que progresser tranquillement, en toute cohérence avec notre programme. Et comme on le disait tout à l'heure, on est les seuls à être très droit, très carré dans notre mode de fonctionnement.
Donc je n'y crois pas, je suis extrêmement positive et je pense qu'on va continuer à travailler, on va continuer à être proche des Français, on va continuer à faire ce qu'on fait très bien, cette proximité, ce sérieux, et on va aller au-delà de ce front républicain, j'en suis persuadée. Alors, avant les prochaines échéances, il y a notamment une date, le 30 septembre, date à laquelle 27 personnalités du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, seront jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds européens. Au vu du jugement rendu par le même tribunal le 5 février à l'encontre d'assistants eurodéputés du MoDem jugés dans le même contexte, est-ce que vous craignez ce procès ? Non, je ne le crains absolument pas. Et d'ailleurs, on en a parlé, vous voyez, il n'y a pas longtemps avec notre présidente de groupe. Elle est très sereine. Elle est très sereine parce qu'enfin, elle va pouvoir s'expliquer sur comment a fonctionné le groupe au Parlement européen, comment ont fonctionné les assistants parlementaires, qui, je le rappelle, nous étions dans l'opposition. Il faut bien expliquer que quand on est assistant parlementaire d'un député d'opposition, et le travail d'un député d'opposition n'est pas le même que celui d'un député... Et ça, c'est valable pour tous les élus de l'opposition. Mais complètement, mais d'ailleurs, vous le savez très bien, il n'y a pas que le RN. On a eu les procès avec M. Bayrou, etc. Bon. Donc il faut comprendre, le travail n'est pas le même. Mais aujourd'hui, il faut voir aussi qu'il y a une volonté profonde du Parlement européen de faire en sorte, mais on le voit même maintenant, que les attachés parlementaires ne soient que à Bruxelles. Ils ne veulent en fait pas, et on a été victime de ça, qu'il y ait des attachés parlementaires qui travaillent en local, qui soient dans les pays. Ils veulent le réduire au maximum. D'ailleurs, il n'y en a quasiment plus du tout dans aucun parti politique. Donc là, ce qui est bien, c'est que Marine Le Pen va pouvoir s'expliquer sur comment ça a fonctionné, qui a fait quoi, comment. Et je pense que Marine Le Pen sera sa meilleure avocate, parce que déjà c'est une brillante avocate de profession, et je pense qu'elle se défendra très bien, je ne suis pas inquiète. Éric Ciotti a fait le choix de l'union des droites au lendemain des européennes, mais son groupe à l'Assemblée est peu important. Est-ce que c'est vraiment une prise intéressante, Éric Ciotti ? J'aime pas trop le mot prise, ce n'est pas un animal, même si Éric Ciotti est un grand chasseur. C'est une personnalité politique nationale qui a été élu d'ailleurs président de son parti en son temps. Et depuis très longtemps. Qu'il est toujours. Et qu'il est toujours, bon, on se parle, la justice là aussi tranchera plus tard. Je pense surtout que c'est quelqu'un, Éric Ciotti, qui a toujours été avec une colonne vertébrale assez forte. Je pense qu'il n'a pas toujours fait les bons choix. D'ailleurs, en privé, je lui ai dit, entre autres, quand il avait appelé à voter pour Renaud Muselier au régional, quand j'étais sur la liste de Thierry Mariani et que j'étais dans le département tête de liste, je pense qu'il a fait une erreur. Je pense que lui-même, si vous lui posez la question aujourd'hui, d'ailleurs, il vous dirait. C'est peut-être parce qu'il a fait de mieux à ce moment-là. D'ailleurs, il l'a payé très cher après. Donc là, cette fois-ci, il est dans le droit chemin, alors. Oui, il est en toute cohérence avec ce qu'il pense. Mais alors, toute cohérence. Donc moi, je suis ravie qu'Éric Ciotti soit venu avec nous dans cette coalition. Et c'est un allié fort à nos côtés, qui a une voix qui porte, qui a des idées, et qui va nous permettre là aussi de remporter de plus en plus de circonscriptions en France pour la prochaine dissolution qui va certainement avoir lieu. Éric Ciotti prône à longueur de temps l'alliance des droites, en disant que c'est la raison qui l'a amené à se rapprocher de vous. Or, Marine Le Pen, elle ne cesse de clamer que le RN n'est ni de gauche ni de droite. Donc, est-ce que Éric Ciotti est à côté de la plaque ? Non, Éric Ciotti n'est pas à côté de la plaque. Éric Ciotti vient à peine de sortir de son ancienne famille politique. Donc je pense qu'il est encore en train d'appréhender peut-être cette coalition des droites un peu encore différemment de nous. Puisque nous, il parle vraiment de droite tout le temps, alors que Marine Le Pen ne parle jamais de droite. Il a raison de parler de droite. Nous, on parle beaucoup de droite. Marine Le Pen, elle a une vision un peu différente. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est que Éric Ciotti doit garder son courant politique. D'ailleurs, à aucun moment, Marine Le Pen a demandé à Éric Ciotti de venir au Rassemblement national. À aucun moment donné, elle lui a dit « il faut que tu aies exactement la même ligne politique que nous ». Sur des sujets comme les retraites, on verra ce que vote Éric Ciotti. Mais typiquement, parce que... je le dis avant vous, vous alliez me la poser parce qu'on n'était pas d'accord. Sur les retraites, c'est vrai qu'il y a une divergence de ligne. Pour autant, et de fond surtout. Pas de fond tant que ça. Il y a une divergence de ligne, mais vous savez qu'on discute, parce que souvent, elle a été mal expliquée, la réforme des retraites présentée par le Rassemblement national. Et j'ai envie de dire, mais à culpa à tous les candidats et tous les parlementaires qui sont venus sur les plateaux télé pendant un an la défendre. Je crois qu'on n'a pas été assez audible. Je pense que cette réforme est très équilibrée, très saine. Et je pense qu'Éric Ciotti, on verra, il n'aura aucune obligation de voter comme nous, mais peut-être qu'à l'issue du travail... Avec François Fillon, il prenait 65 ans. Hein. Regardez, les finances de l'État au moment de Fillon, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous voyez, les choses, elles évoluent. Et puis notre réforme, on va bien la réexpliquer, on va bien se remettre dedans, on va travailler avec lui. Il y aura peut-être des amendements qu'il votera, des amendements qu'il ne votera pas, on verra. C'est un allié.
Ça n'est pas Ouais. un membre du Rassemblement national. C'est- Et c'est ça aujourd'hui qui fait toute notre force. C'est Sur un l'essentiel, on est d'accord. Et sur certains sujets, on peut avoir des divergences. C'est un allié qui ne cache pas ses ambitions pour Nice en 2026. Est-ce qu'il pourrait être le candidat naturel du RN au municipal? Alors, sauf erreur de ma part, il n'a pas annoncé qu'il était candidat à la mairie de Nice. Il n'arrête pas de dire je vais m'y préparer. Hein, il a encore En redit tout cette cas, semaine. Pour moi, il ne l'a en tout cas pas annoncé. Si Éric Ciotti a l'intention d'être candidat, à ce moment-là, je pense que clairement, comme nous l'avons fait là, eh bien, nous ferons une alliance avec Éric Ciotti pour la mairie de Nice. D'accord, ça veut dire que vous ne présenteriez pas de candidat contre Éric Si Ciotti. il était candidat, s'il n'était pas candidat, parce que je ne suis pas dans la Ouais, boule de ouais. cristal, eh bien, nous ferons par contre une liste. D'accord. Donc, D'accord, personne ça- n'est de ça- doute. Ça Voilà. va dépendre de lui. Alors, vous venez de succéder au député Lionel Tivoli à la direction départementale du RN des Alpes-Maritimes. Pourquoi ce changement et quels sont vos objectifs? Alors, c'est un changement qui aurait d'ailleurs pu intervenir un peu plus tôt, puisqu'en Ça faisait ré- 9 ans hein, que Lionel Voilà, Tivoli, son équipe était en au... règle générale, les délégués départementaux, c'est à peu près 5 ans. Donc Lionel Tivoli a fait beaucoup plus, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné les élections, que souvent on change les organigrammes, les bureaux après les élections. Ça devait potentiellement se faire après les européennes. Bon, avec la dissolution, ça se fait là au mois de septembre. Au demeurant, Lionel Tivoli a très bien travaillé dans une circonscription déjà qui est la sienne, qui n'était pas facile, qu'il a gagnée. Mhm. Puis dans ce département avant, où il y a eu beaucoup de choses pas évidentes à mettre en place, avec des départs, des arrivées. Donc moi j'arrive après des années de travail de Lionel Tivoli dans cette fédération pour y amener une autre manière de faire, qui est la mienne. On n'a pas la même Vous personnalité. allez renouveler à 95% l'organigramme, avez-vous dit. Et dans J'ai les dit ça à 15 Nice jours, vous matin. avez dit ça le 12 septembre. Donc, Tout à là, fait. ça va Dans être ces ce jours-ci, matin, je ne le renie pas. Oui, je vais, alors peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais on est en cours. De toute façon, je vais l'annoncer ce soir dans mon organigramme. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'ai ma manière de travailler, j'ai mon mode de fonctionnement. Entre-temps, il y a eu les européennes, il y a eu les élections législatives. L'organigramme national a beaucoup été Changé. modifié. Ouais. On a créé des nouvelles délégations. Par exemple, la formation, il n'y en avait pas dans le département, je créerai une délégation à la formation. Voilà, on va se renouveler positivement en continuant à garder évidemment des gens qui ont travaillé avec nous depuis des années et puis en amenant beaucoup de personnes qui sont des nouveaux adhérents et qui ont très envie de s'investir dans le parti. Et c'est cela que je veux faire un peu émerger parce qu'il faut se former. On ne devient pas un élu un matin en se réveillant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il faut militer, il faut se former, il faut apprendre, il faut rester humble. Parce que vous voyez, la politique, c'est des sables mouvants. Voilà, on est en plateau, puis on vous annonce la dissolution, et puis il faut repartir. C'est adapté. Et donc, il faut s'adapter. Et si on n'a pas un peu de bouteille, et si le parti ne vous a pas formé, c'est un peu compliqué. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu quelques petits couacs. Donc, moi, je suis là pour remettre un nouveau souffle, parce que c'est des postes en plus très usants. D'ailleurs, je n'ai pas vocation à y rester toute ma vie. Mais là, pendant un temps, je vais D'accord. effectivement essayer d'y amener une impulsion un peu différente dans l'esprit de ce qu'est en train de faire Jordan Bardella au niveau national. Alors justement, Jordan Bardella et Marine Le Pen seront à Nice le 6 octobre pour le grand meeting de rentrée du Rassemblement national. Pourquoi le choix de Nice ? Alors, je pense que les députés azuréens du Rassemblement national, ils sont pour quelque chose. On est Donc vous y frustrés. êtes pour quelque chose ? Oui, alors pas que moi, hein, collectivement, on y est pour quelque chose parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un énorme, gros, beau meeting du Rassemblement C'était national à souvent Nice. dans le Var. Pas que, je le répète, ça fait 2 ans, on me pose tout le temps la question depuis 3 jours. On l'a eu à Beaucaire l'année dernière et à Avignon. L'année d'avant, on avait eu Agde et effectivement, avant, il y avait eu Fréjus. En fait, ils demandent des militants. Ça commence comme ça l'histoire. Tout le temps, quand est-ce qu'ils viennent Jordan, quand est-ce qu'ils viennent Marine, on vient. Voilà, on a une envie. On a vu Marine pour la présidentielle, mais dans un meeting en format restreint à Valoris. Il y a une telle envie des gens de voir et Jordan et Marine sur une belle scène qu'on a poussé en disant venez dans les Alpes-Maritimes, on vous attend. Il y a une grosse attente. Voilà. Oui, c'est pas le parti. C'est une bonne nouvelle. C'est pas le parti qui a envie d'envoyer un message spécifique à Nice. Pas du tout. D'accord. Voilà. Enfin. Peut-être que Jordan Bardella nous annoncera quelque chose à Nice, mais je ne le crois pas. Donc je pense que c'est juste qu'à un moment donné, c'est une terre de conquête pour nous. C'est une des plus grosses fédérations de France. C'est un endroit où il y a des militants qui ont envie de les voir. Et Éric Ciotti peut-il sécher ce meeting ? Alors là aussi, on me demande souvent la question. Je pense que le principal intéressé, il faut la lui poser. Je ne sais pas s'il sera ce jour-là dans le département ou pas. Ce serait Je ne sais pas. concevable qu'il ne vienne pas ? Ce serait acceptable ? Alors que c'est une personnalité extrêmement sociale de territoire. Est un homme libre. Jordan et Marine sont des femmes et hommes libres, chacun dans son parti politique.
Chacun fait ce qu'il a à faire. Ils s'entendent tous très bien, ça je peux vous le confirmer. Le réseau de communication est parfait. Éric Ciotti d'ailleurs était avec nous lors de la Vous soirée n'avez des pas envie de dire c'est parlementaires. service minimum que de venir à un Mais événement non, dans je ta n'ai ville? rien à dire à Éric Ciotti. C'est un garçon grand, majeur et vacciné. Il prendra ses décisions en fonction de son agenda, de ce qu'il souhaite faire ou pas. D'accord. Pour revenir sur les sujets locaux, il n'y a plus de train la nuit pendant 9 mois sur la ligne SNCF Nice-Vintimille en raison de travaux. La décision de la SNCF de repousser l'heure de la fermeture de la ligne de 21h à 22h45 pendant quelques jours, cette décision, elle vous satisfait? Alors, elle me satisfait un tout petit peu, parce que je suis la première élue à avoir réagi sur cette décision qui est venue de nulle part. Au dernier moment. Vraiment, de nulle part. Ni des usagers, ni des élus, ni d'ailleurs de la Principauté de Monaco, hein, et on va en parler, qui elle aussi s'est mobilisée et qui a forcé effectivement à ce que ce décalage d'une heure, je pense que c'est pas suffisant. Je vous le dis clairement. Il y a des gens qui se lèvent très tôt, qui arrivent très tôt dans tout ce périmètre géographique du département. Il y a des infirmières, il y a des gens qui travaillent dans des restaurants. Enfin, c'est inconcevable d'avoir pris de manière arbitraire, quand on connaît les difficultés, entre autres des pendulaires, entre la Principauté de Monaco et la France, et Nice, d'avoir de manière arbitraire pris des horaires de ce type. Donc, une heure de plus, c'est toujours ça de gagner. Ouais. Pour les gens qui travaillent, ce sera mieux que rien. Je pense que ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut continuer à dialoguer et trouver des solutions. Parce qu'en plus, il s'appuie sur « Ah, mais il y a des bus Zou ». Enfin, je rappelle que les bus Zou sont déjà ultra encombrés, qu'il n'y a pas de bus complémentaire qui a été mis à disposition. Donc, en fait, ils tentent de régler le problème sans le régler. La situation municipale reste très compliquée à Menton. Est-ce que vous excluez d'être candidate en 2026? Alors, je n'exclus jamais rien, c'est le principe de faire de la politique. Pour autant, c'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Je viens d'être réélue députée il y a 2 mois et demi. Je suis à la tâche sur mon mandat de députée. Il y aura peut-être une dissolution dans 10-12 mois. Ça veut dire que je serai certainement candidate à ma propre élection. Les municipales ne viendront qu'une année après. On a largement le temps d'ici là d'anticiper, de voir qui sera candidat pour nous à Menton. Vous n'envisagez pas de laisser regarder les trains, de regarder les trains à Menton, quoi. Vous allez prendre Je une ne l'ai paraclime. jamais fait depuis le premier jour où je suis élue dans cette circonscription, de voir ce qui se passe à Menton. Je ne vais certainement pas m'arrêter maintenant. Quand vous avez été nommée directrice déléguée départementale Oui. du RN pour les Alpes-Maritimes, vous avez dit que l'un de vos objectifs, surtout, c'était les municipales de 2026. Est-ce qu'il y a d'autres villes que Nice et Menton, dont on a déjà parlé, Bien sûr. qui intéressent le Rassemblement national pour 2026? Bien sûr, je l'ai dit, entre autres dans ma circonscription, à côté de Menton, il y a Roquebrune-Cap-Martin, qui est une ville dans laquelle on se prépare déjà depuis un moment. Il y a Saint-Laurent-du-Var, évidemment. Il y a Cagnes-sur-Mer. Et puis, Cagnes-sur-Mer, Brian Masson, c'est le bon candidat? Mais Brian Masson sera excellent candidat dans la ville qu'il souhaite de sa circonscription s'il a envie d'aller aux élections municipales. Et ça sera son choix personnel. Mais où qu'il aille, de toute façon, je pense que ce sera un bon candidat et je le soutiendrai. Très bien. Vous avez évoqué la principauté, de nombreux changements ont lieu en ce moment, Oui. nouveau ministre d'État, Didier Guillaume, de nouveaux ministres. Est-ce que ces évolutions vont dans le bon sens? Est-ce qu'elles étaient nécessaires? Alors, oui, premièrement, je travaille beaucoup, vous savez, avec la Principauté de Monaco, puisque ma circonscription, effectivement, est autour de la Principauté, et que c'est un État souverain, et que j'ai aussi l'Italie. Donc, en fait, je dis toujours que j'ai une circonscription passionnante, parce que je suis au cœur de 3 États. La France, l'Italie et la Principauté de Monaco. Oui, il y a beaucoup de soucis à Monaco depuis un moment. Je pense que l'arrivée de Didier Guillaume est une bonne chose. Il y avait besoin d'un souffle nouveau. On a Thomas Brézot au Conseil national, qui est aussi arrivé il n'y a pas très longtemps, qui avait aussi influé un nouveau souffle différent dans l'organisation du Conseil national et dans la politique qu'il entend y mener. Et oui, il y avait besoin d'avoir un interlocuteur certainement différent de l'ancien. Donc je pense que l'arrivée de Didier Guillaume, pour l'instant, est prise de manière très positive dans la Principauté. Les maires qui sont autour, globalement, sont aussi, je pense, assez satisfaits du travail qui va pouvoir maintenant se mettre en place. Et j'ai redemandé à ce qu'on ait une commission intergouvernementale entre la France, la Principauté, pour travailler sur tous les sujets dont on a abordé tout à l'heure, entre autres, le sujet principal étant les transports et le logement. La situation monégasque, elle préoccupe la France, de ce que vous savez? Bien sûr, on a un nouvel ambassadeur depuis un an et demi sur la Principauté de Monaco.
qui très régulièrement travaille évidemment entre la France et Monaco. Et la France est très préoccupée par évidemment ce qui se passe à Monaco. Et moi-même, j'étais dans le groupe d'amitié France-Monaco avec Éric Ciotti. Et régulièrement, on a des réunions de travail et il faut se préoccuper de ce qui se passe à Monaco. 45 000 Travailleurs Français, quotidiens. tous les jours, vont travailler à Monaco. Absolument. Absolument. Donc, pour Monaco comme pour nous, on est forcé d'avoir des relations et il faut qu'elles soient le plus fluides possible. Une question rapidement sur Nice. Est-ce que Marine Le Pen a bien fait d'empêcher le Niçois Philippe Vardon de devenir attaché parlementaire de 3 députés RN? Alors, je ne sais pas si elle l'a empêché ou pas. Ce qui est certain, c'est que ce sont toutes des conversations sur lesquelles nous n'avons aucun mot à dire, qui sont gérées directement par Paris entre Marion, Marine et Ciotti pour les 3 partis qui sont en coalition avec nous, puisque Marion, vous le savez, elle est en train de créer son parti Vardon politique. est géré par Paris, quoi. Le cas de Philippe Vardon est géré certainement à l'échelle nationale et certainement pas à l'échelle locale. Et je pense que ce sont des considérations qui, d'ailleurs, je le pense sincèrement, ne doivent pas impacter la vie politique locale. Ce sont... Il représente quand même 7 élus d'opposition. Oui, Est-ce que vous êtes favorable à ce que... Non, mais c'est 7 élus d'opposition. On ne va pas refaire l'histoire de Nice aujourd'hui. Au départ, c'était des élus du Rassemblement national. Aujourd'hui, ils sont passés Reconquête. Est-ce que vous seriez favorable? Non, ils étaient passés Reconquête et maintenant, ils sont ressortis de Reconquête. Tout à fait, absolument. Bon, donc, on voit bien qu'il y a un problème de ligne. Que le RN les récupère? Il y a un problème de ligne aujourd'hui dans ces élus. Ils se sont un peu déstabilisés depuis 2 ans. On sort d'un parti, on va dans un parti, on repart dans un autre parti. Bon, moi, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal ce qu'ils ont fait. Par contre, ce qui est sûr, et je le redis comme je disais tout à l'heure, nous, on a une seule ligne, on a un seul parti. On fera une liste Rassemblement National à Nice, soit avec Éric Ciotti s'il souhaite y aller, puisque c'est notre allié naturel, soit nous, tout court. Et on a largement de quoi faire une excellente liste Rassemblement National à Nice. Très bien. Alors, avant de terminer, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Alexandra Masson, vous faites partie avec Éric Ciotti et Lionel Tivoli des députés des Alpes-Maritimes qui n'habitent pas dans leur circonscription. Est-ce que ça pose un problème? Alors, au moment où je vous parle, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, j'ai une très grande permanence dans ma circonscription et que j'y suis extrêmement régulièrement. Que ça n'est que à moins de 30 minutes, ma permanence. De votre lieu de vie? Oui, et puis aussi de mon cabinet d'avocat. Donc, ça n'est rien. Il m'arrive des fois de faire 3 fois l'aller-retour dans la journée. Et je pense, franchement, qu'en tant que député, ça ne pose aucun problème. Je vais régulièrement, en plus dans toute ma circonscription. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait un député de la 4e qui ait autant été partout que moi sur ces 10 dernières années, y compris Jean-Claude Guibal, qui pourtant travaillait beaucoup quand même. Non, c'est une circonscription que j'aime beaucoup, qui est très riche, à la fois sur le bord de mer, le moyen pays, le haut pays. Je l'aime de plus en plus, j'y suis de mieux en mieux, je l'appréhende de mieux en mieux, et aujourd'hui, il n'y a aucun souci. Je ne vous dirai pas ça, d'ailleurs, en général, pour les candidats aux municipales. Je pense que pour être candidat à une élection municipale, effectivement, il faut vivre dans sa commune. Ouais. Ça, c'est important. Mais pour une législative, vous savez, je vous rappelle qu'on est quand même la moitié de la semaine à Paris, qu'on est en circonscription. Dans le département, on est 3. À l'échelle de la France, je crois qu'on est 300. Dans nos circonscriptions, sont 577 parlementaires. Si on vous emménager à Menton avant 2026, ça donnerait une indication sur le municipal. En tout cas, ça voudra dire que je m'investis de plus en plus sur cette commune. Bon, on suivra de près. Merci beaucoup Alexandra Masson. Merci Frédéric. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Dancé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bonne soirée à tous.